Bonsoir, mesdames, messieurs. Il y a un an, le 19 novembre, le pétrolier Prestige sombrait au large des côtes espagnoles, déversant 50 000 tonnes d'hydrocarbures dans la mer. C'est une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Et encore une fois, c'est la pointe ouest de l'Europe qui a été touchée. Le long des côtes françaises, en Bretagne en particulier, il y a eu 12 marées noires au cours des 25 dernières années. Ces catastrophes ont marqué les habitants et les pouvoirs publics. Et les côtes bretonnes sont devenues des lieux très étudiés par les chercheurs. Quelles sont les conséquences des marées noires? Les moyens techniques de lutte sont-ils efficaces? Quelles leçons en tirer? Une équipe de découverte s'est rendue sur place pour enquêter. La pointe ouest de la Bretagne. La fin de la Terre. Le Finistère, comme l'ont nommé les anciens. Tôt ce matin, Michael Charlemagne est allé en mer relever ses casiers à homards. En après-midi, il prépare ses appâts pour le lendemain. À quelques pas de là, de petites boules noires, ballottées par la marée montante. C'est du pétrole lourd. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces boulettes proviennent, et on en a la preuve formelle, du Prestige, ce pétrolier qui a fait naufrage au large des côtes espagnoles en novembre 2002. Et tout cela se retrouve ici, en Bretagne, 3000 km plus loin, 6 mois plus tard. De quoi faire enrager les pêcheurs bretons qui en ont soupé des marées noires. Quand on voit ce qu'on nous demande, nous, en sécurité, sur un petit yacht comme ça, et puis quand on voit des poubelles naviguer, on se dit merde, quoi. Ils viennent nous chier dessus, puis nous, À l'entrée de la plage voisine, ce matin, on a apposé une pancarte. Accès interdit jusqu'à nouvel ordre pour cause de pollution. Sur la grève, les fameuses boulettes de pétrole sont partout. Gluantes et toxiques, elles attaquent massivement la faune et la flore qui vivent dans cette partie très riche de l'écosystème qu'on appelle l'estran. C'est la portion du rivage qui se découvre à marée basse. Une situation, hélas, fréquente par ici. Quand ce n'est pas une marée noire, c'est un déballastage, c'est-à-dire la vidange en mer des cuves de pétrole qui vient souiller la côte. « 10 km plus loin, le phare de Saint-Mathieu signale aux marins les dangers de navigation en cette pointe extrême de l'Europe. L'ancienne abbaye est abandonnée, mais le phare, aujourd'hui automatisé, monte toujours la garde. Ici, c'est la porte d'entrée de la Manche, une zone par laquelle transite près de la moitié du trafic mondial de pétrole. Tout à côté, au Cross-Corsen, des officiers de marine surveillent en permanence le trafic maritime. Chaque jour, de 150 à 200 gros navires franchissent cette zone. Ils doivent tous s'identifier. Oui, rebonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me donner votre position actuelle, s'il vous plaît? Position actuelle, country de 27.6 minutes marche. Oui, bien reçu de votre trafic, je vous ai sur mon radar maintenant. Les bateaux suivent ce qu'on appelle le rail d'ouessant. C'est un dispositif de séparation du trafic en deux voies distinctes, l'une pour le trafic montant et l'autre pour le trafic descendant. En bordure, deux zones interdites. Depuis peu, pour améliorer la sécurité, on a déplacé toutes ces voies de 10 000 vers le large. Ils doivent absolument nous appeler dans les 40 nautiques. S'ils ne le font pas, ils sont à même d'être verbalisés. Et donc nous avons des moyens, marines ou autres, pour aller les identifier, notamment aériens. En cas où un bateau ne nous répond pas, on envoie un moyen aérien pour identifier le navire. Surveiller de près le passage des supertankers, c'est bien et c'est relativement nouveau. C'est d'ailleurs suite à une catastrophe survenue en 1978 qu'on a mis en place ce système. Le 16 mars, en pleine tempête, le pétrolier Amoco Cadix dérive vers la côte bretonne
suite à une avarie de gouvernail. Il s'encastre entre deux rochers près du petit port de Port-Salle. La plus grande marée noire du siècle commence. 234 000 tonnes de pétrole brut se répandent le long des côtes. Sur le quai de Port-Salle, il reste l'encre du pétrolier. Et au moins un homme qui se souvient très précisément de ce qui s'est passé. Michel Glemarec. Ce chercheur réputé, aujourd'hui à la retraite, a dirigé la plus vaste enquête écologique qui ait jamais eu lieu après une marée noire. La Mococadie, c'est important parce que les pétroliers nous ont appris que le pétrole flottait. Or, dans les conditions hydrodynamiques où nous étions, il y avait en quelque sorte un espèce de batteur à mayonnaise et qui fait que les hydrocarbures se sont dissous dans la colonne d'eau. C'est-à-dire que la première surprise, c'est de voir arriver sur les plages des cadavres qui correspondent à des animaux qui vivent à 20, 30, 40 mètres de profondeur. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Au bout d'un mois et demi, on est capable de faire un bilan de ce que l'écosystème a perdu. On a perdu 230 000 tonnes de matière fraîche, de bigorneaux, de crabes. Donc un vide dans l'écosystème. Rien n'y paraît, mais il y a un énorme trou dans l'écosystème. 230 000 tonnes d'animaux et de plantes ont disparu. Pour la première fois, on a compté les pertes par espèce. C'est d'ailleurs ce qui a servi de base à la réclamation des communes bretonnes 8 ans plus tard lors du procès contre le géant américain Amoco. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que le trou s'est résorbé assez vite. Au bout de 2 à 3 ans, on s'aperçoit qu'il y a plus de monde qu'avant. Parce qu'il y a d'une part toute cette faune opportuniste qui est abondante en espèces, en nombre d'individus, mais parfois aussi, même si elle est petite, parfois aussi en poids, en biomasse. Et la faune normale, elle revient aussi parce que le pétrole, il a perdu de sa toxicité. Au bout d'un an, 2 ans, il n'est plus toxique. Ce n'est qu'une matière organique qui bloque les systèmes d'oxygène dans le sédiment. Mais très vite, les animaux normaux vont revenir. Et la place est occupée. Alors il y a tout ce monde qui est là. Tout semble aller bien, mais bientôt, nouvelle catastrophe. L'écosystème est saturé, il ne peut plus fonctionner. Certaines populations, notamment les invertébrés marins, s'effondrent brutalement. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit que ce qui manque finalement au système, c'est des régulateurs. Les régulateurs du système qui empêchent l'anarchie, qui empêchent qu'il y ait trop de monde. Et ça, ce sont les crustacés, qui sont les espèces les plus sensibles et qui contrôlent le système. Il faudra à nouveau 4 ans pour que les crustacés finissent par revenir. Le système est alors fonctionnel. Michel Glemarec en a donc conclu que, sous nos latitudes, il faut de 7 à 8 ans pour que la nature retrouve un équilibre à la suite d'une marée noire. Cette conclusion est aujourd'hui généralement acceptée et elle est plutôt rassurante. En somme, sur le strict plan écologique, les marées noires ne sont pas aussi terribles qu'elles paraissent. S'il ne s'agissait que des écosystèmes, il vaudrait peut-être mieux ne rien faire et attendre. Mais à l'échelle locale, les choses ne sont pas si simples. Il y a des milieux plus sensibles que d'autres à protéger et il y a des espèces qu'on exploite intensivement. Éleveur de coqs, Pascal Chélet n'a pas les moyens d'attendre 7 ans après une marée noire. Chaque jour, son entreprise extrait 1 tonne de coquillages de cette baie largement découverte à marée basse. Il cultive des coques. Ce sont de petits mollusques très appréciés qui vivent dans les premiers 5 cm de sédiments. Bien sûr, on est éleveur puisqu'on prend un animal de petite taille pour l'amener à une grande taille, mais on n'est pas un éleveur terrestre, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas la mangeoire et on ne fait pas les écuries. C'est la nature,
qui remplit la mangeoire et c'est la nature qui fait les écuries. Donc on est complètement tributaire de la nature et bien évidemment quand la nature déraille avec des marées noires, on est complètement perturbé. Lors du naufrage du pétrolier Erika, en décembre 1999, le site a été pollué. L'entreprise a dû fermer pendant 5 mois. Même s'il a été dédommagé et si la situation est aujourd'hui à peu près normale, Pascal Chélet, comme la plupart des pêcheurs côtiers, vit dans la crainte permanente d'une nouvelle marée noire. Chercheur à l'Institut français d'exploitation de la mer, Patrick Camus s'intéresse aux impacts sur les espèces exploitées. Ici, ce sont des palourdes. Pour lui, les impacts sur les espèces du littoral qui sont exploitées sont réels. Et localement, ils peuvent même être catastrophiques. Mais on a appris à les gérer. Ce qui est très gênant dans le cas des pollutions accidentelles de type marée noire, c'est qu'en général, elles arrivent sur des endroits très localisés et elles sont massives. Donc elles ont un impact immédiat très fort. Mais si effectivement on prend toutes les mesures pour essayer d'évacuer au plus rapidement possible ces pollutions, on arrive à limiter les dégâts. On va ramasser dans le semis d'huîtres plate. Donc toi avec ton panier, moi avec... Pour limiter les dégâts, le plus important est de protéger les milieux sensibles, ceux qui sont les plus riches en biodiversité. Les marais salants, les marais maritimes, les fonds de baie. Si la marée noire frappe ces milieux sensibles, il faut alors ramasser le plus rapidement possible le pétrole. À la fourche ou à la machine, peu importe, mais très rapidement. Il faut les ramasser rapidement parce qu'en fait, dans ce pétrole, il y a des composés toxiques et qu'il faut donc essayer de limiter au maximum l'impact. Donc en les ramassant rapidement, on limite la perturbation sur la faune et la flore. Même en agissant rapidement, les oiseaux n'échapperont pas au massacre. Pour eux, il suffit de quelques gouttes de pétrole pour endommager leur plumage et causer leur mort. Mais les poissons, les crustacés et les mollusques ont de très bonnes chances de s'en tirer. Il reste que le grand défi, c'est d'arrêter la pollution avant qu'elle n'atteigne le littoral. Le CEDRE à Brest a été créé précisément pour cela. C'est un organisme de recherche unique au monde. Aujourd'hui, des responsables portuaires en mesure d'urgence apprennent à déplacer une petite nappe de pétrole. À l'aide de jets d'eau, ils doivent la manœuvrer et la récupérer. Plus loin, les stagiaires comparent l'efficacité de divers produits absorbants. C'est-à-dire, ça vous mettez sur votre plan d'eau et vous laissez ça au gré du vent tourner et ça va aller se fixer sur les nappes d'hydrocarbures. Ces produits sont efficaces à petite échelle et ils peuvent parfois sauver certains sites précieux. Mais ils ne peuvent pas être utilisés à grande échelle. Même limite pour ces petites pompes. Dans ce bassin, elles arrivent à aspirer la soupe nauséabonde. Mais inutile de leur demander la même performance dès qu'il y a un peu de courant. Le plus difficile est de réussir le pompage en mer avec les navires spécialisés. La plupart du temps, ce sont les conditions météo qui limitent l'action. Par exemple, lors du naufrage de l'Erika en décembre 1999, on a été incapable de pomper le pétrole qui se déversait en surface. Bien que les navires soient restés 15 jours en mer, ils n'ont pu travailler que quelques heures à cause du très mauvais temps. Les équipements de pompage, de récupération, de stockage, de confinement ont fait des progrès, mais les conditions météo, malheureusement en mer, ça on ne sait pas les maîtriser. Donc ça apporte de très fortes limitations. Reste le nettoyage des rives. Les régions touristiques d'Europe n'ont pas lésiné. Elles se sont équipées d'engins de ramassage spécialisés, des cribleuses. Mais encore faut-il s'assurer que tout cela ne porte pas atteinte à l'environnement. Nous, notre souci, c'est que ces techniques de lutte ne soient pas plus dommageables à l'environnement que le pétrole lui-même. Et si pour l'Erika, par exemple, on avait un pétrole qui finalement n'était pas forcément très toxique pour l'environnement,
Le fait qu'on ait récupéré beaucoup de sable, 20 000 tonnes de pétrole à l'eau, et aujourd'hui on est en train de traiter 250 000 tonnes de matériaux pollués. Là, pour nous, l'impact, il est plutôt là. C'est parce qu'on a enlevé beaucoup de matériaux, beaucoup de sable, et on a sûrement fait un impact sur l'environnement. Selon plusieurs études, les cribleuses sont souvent mal utilisées. Elles détruisent la végétation et les sites de ponte de certains oiseaux. Mais aussi, tous les matériaux récoltés doivent être traités ou enfouis ailleurs, ce qui crée un autre impact environnemental. Finalement, 35 ans après la première marée noire d'envergure en Bretagne, on a appris à mieux gérer les impacts de ces chocs sur les écosystèmes. On sait que ceux-ci finissent par récupérer, à condition, bien entendu, que les marées noires ne soient pas récurrentes. La catastrophe, elle est brutale. Et ça, les animaux, c'est ça qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais des coups de poing comme ça, une marée noire, une catastrophe qui arrive brutalement, et si vous en avez une tous les 5 ans, c'était à peu près ce qu'on avait chez nous, en Bretagne à l'époque, et ben le système il est à peine restauré, qu'il reprend un grand coup de poing dans la figure. Et ça c'est totalement intolérable et il n'y a aucune parade. Aucune solution, aucune parade. C'est sur la cause de la pollution qu'il faut agir. De ce point de vue, une conclusion s'impose. Tant qu'il y aura des navires poubelles à sillonner les mers, aucun pays, aucune côte ne sera à l'abri des terribles effets des marées noires.